Et si je te disais que les deux personnes que j'ai le plus aimées au monde, ma propre mère et l'homme que je croyais être l'amour de ma vie, se sont unis dans l'ombre pour me détruire? Et si je te disais que j'ai été trahie, non pas par un inconnu, mais par ceux à qui j'avais confié mon cœur, ma foi, mes silences les plus profonds? Est-ce que tu pourrais imaginer la douleur de respirer chaque jour à côté de la trahison? Je m'appelle Suzanne Léonie Moreau, j'ai 68 ans. J'habite à Albi, dans le sud de la France. C'est une ville paisible, avec ses ruelles anciennes et ses collines baignées de lumière. Ici, les gens me connaissent comme une femme douce, discrète, une retraitée qui promène son chien le matin et qui cuisine encore les recettes de sa grand-mère. Personne ne se douterait que derrière mes cheveux gris noués en chignon et mes jupes longues se cache une femme qui a survécu à quelque chose que peu auraient pu supporter. Ma vie n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où je tremblais en entendant la clé tourner dans la serrure. Un temps où chaque regard, chaque mot pouvait être une menace. Où je vivais dans la peur constante que la vérité explose, que tout ce que je cachais avec tant de soin soit mis à nu. Mais aujourd'hui, je suis prête à parler, pas pour accuser, ni pour me venger, mais pour me libérer, pour offrir peut-être à une autre femme quelque part le courage que j'ai moi-même tant cherché. J'avais 17 ans lorsque j'ai rencontré celui qui allait devenir mon époux. Il s'appelait Alain. Il avait les yeux clairs et le sourire facile. Il aidait mon père dans les travaux de menuiserie et je le voyais souvent passer devant la maison avec ses mains calleuses et son air sérieux. Ma mère l'aimait bien. Elle disait qu'il avait les pieds sur terre et qu'il ferait un bon mari. À l'époque, je croyais encore que les adultes savaient ce qui était bon pour nous. Et puis, il a commencé à me parler. D'abord timidement, puis avec assurance. Je n'avais jamais connu ce genre d'attention. Il me complimentait, me disait que j'étais différente, spéciale. Moi, la fille silencieuse du quartier, élevée dans les principes rigides d'une éducation catholique, je me sentais vue, aimée, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je n'aurais jamais imaginé que l'amour puisse avoir un goût aussi amer, que derrière les gestes tendres, les promesses chuchotées, se cachait un piège, lent, subtil, mais implacable. Ce que je ne savais pas, c'est que ma propre mère allait être l'architecte de ce piège. C'est elle qui a poussé pour les fiançailles. C'est elle qui a fermé les yeux quand les premières disputes ont éclaté. C'est elle qui m'a dit que le mariage était une croix, que toute femme devait porter, qu'un homme, ça s'endurait. Que ma mission sur cette terre, c'était d'obéir, de me taire, de prier. J'avais à peine 18 ans quand je me suis mariée et ce jour-là, en serrant la main d'Alain devant l'autel, je ne savais pas encore que je venais de signer l'arrêt de mort de mon innocence. Les premières années ont été une succession de silences et de concessions. Il me disait comment m'habiller, avec qui parler, à quelle heure rentrer. Il surveillait mes moindres gestes. Et moi, j'appelais cela de la jalousie. Je disais aux autres femmes que c'était la preuve qu'il m'aimait. Mais en vérité, je commençais déjà à disparaître. Un jour, il a levé la main sur moi. Ce fut bref, une gifle, justifiée selon lui. Il avait eu une mauvaise journée et moi, j'avais mal salé la soupe. Ma mère m'a dit que ça arrivait, que ça passerait. Mais ce ne fut que le début. Et plus je m'effaçais, plus il me dominait. Plus je me taisais, plus ma mère me félicitait pour ma patience. J'étais une épouse modèle, disaient-elles à l'église. Je tenais mon foyer, je savais rester à ma place. Personne ne savait que cette place, c'était une prison. Et moi, je priais fort pour que Dieu me voie, pour qu'il me tende la main. Mais le ciel restait muet, ou peut-être étais-je trop honteuse pour entendre sa réponse. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais la seule à vivre cela, que mon histoire n'avait pas d'importance. Mais j'ai découvert que le silence est une langue que des milliers de femmes parlent en secret. Et aujourd'hui, j'ai décidé de briser le mien. Je veux raconter ce qui s'est passé, tout, sans embellir, sans détour, parce que chaque mot que je vais dire est un acte de réparation, pour moi, pour celle que j'étais, pour celle que j'aurais pu devenir si on m'avait protégée. Alors si tu es encore là, je te demande de rester jusqu'au bout. Et si mon histoire t'a touché, commente avec cette phrase « Je choisis la vérité plutôt que le silence ». Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo. Que cette voix soit entendue, même dans les coins les plus silencieux de ce monde. Car aujourd'hui, ce n'est plus Suzanne, l'épouse docile, qui parle, c'est Suzanne, la survivante. Et j'ai beaucoup à dire. Je suis née un matin d'automne, dans une maison modeste, au bord d'un champ de tournesol, à quelques kilomètres du centre d'Albi. Mon père, Lucien, était charpentier, un homme rude, silencieux, mais respecté dans notre quartier. Ma mère, Geneviève, était une femme austère,
toujours bien coiffée, le regard dur, les mains jamais posées. Elle m'a élevée avec une rigueur presque militaire. Dans notre maison, il n'y avait pas de place pour l'erreur, ni pour les larmes. Je n'ai jamais connu l'enfance comme on la montre dans les livres ou les films. Pas de rire sous les draps, pas de câlins au coin du lit. Ma vie était faite de silence, d'obligations, de prières. J'ai appris très tôt à ne pas faire de bruit, à ne pas prendre trop de place, à obéir sans poser de questions. Je me souviens que ma mère me disait souvent « Une fille bien élevée ne dérange personne ». À l'école, j'étais discrète. Je me mettais toujours au fond de la classe. Je faisais de mon mieux pour que les professeurs m'oublient. J'avais peur de parler, peur de dire quelque chose de mal. Ma voix était petite, comme si elle avait honte d'exister. Les autres enfants jouaient, couraient, criaient. Moi, je restais près du mur, observant, attendant que la cloche sonne. Et puis, il y a eu ce jour. J'avais 13 ans. C'était un dimanche. Après la messe, ma mère m'a demandé de l'aider à servir le déjeuner aux hommes de l'atelier de mon père. Ils venaient souvent manger à la maison le week-end. Parmi eux, il y avait un jeune homme que je n'avais encore jamais vu. Il s'appelait Alain. Il était plus âgé que moi, peut-être 19 ou 20 ans. Il avait les cheveux bruns, une cicatrice fine au-dessus de la lèvre et des mains tachées de cambouis. Il m'a regardé d'une façon que je n'avais jamais connue, pas comme une enfant, pas comme une domestique, mais comme une fille, une vraie. Ce regard m'a troublée. Pendant tout le repas, j'ai senti ses yeux sur moi. Quand je passais les plats, il me souriait. Un sourire en coin, presque moqueur, mais pas méchant. Ce fut la première fois que je me suis sentie visible. Le soir, je n'ai pas réussi à dormir. Je ne savais pas pourquoi son regard m'habitait ainsi. Ce n'était pas de l'amour, ni même de l'attirance. C'était autre chose. Une porte entr'ouverte dans un monde que je ne connaissais pas encore. Un monde où j'existais autrement que comme une fille obéissante. Alain est revenu les dimanches suivants. À chaque fois, il me parlait un peu plus. Il me posait des questions simples. Tu aimes la musique? Tu lis des romans? Tu veux voir la mer un jour? Des questions que personne ne m'avait jamais posées. Je répondais timidement, le cœur battant. Ma mère observait tout cela avec un air satisfait. Elle disait que j'avais bon caractère, que j'étais mûre pour mon âge. Un jour, elle m'a même dit que si Alain me regardait, c'était un bon signe. Ce garçon a de l'avenir, il travaille, il est respecté. Ce serait une bonne chose pour toi. Je n'avais que 13 ans et pourtant, sans que je ne le réalise vraiment, quelque chose s'est enclenché ce jour-là. Comme si une pièce venait de tomber dans une machine invisible. Le destin s'est mis en route, lentement, méthodiquement. Je pensais qu'Alain m'aimait ou qu'il allait apprendre à m'aimer. Mais avec le recul, je comprends qu'il ne voyait pas en moi une personne. Il voyait un vide à remplir, une jeune fille malléable, un corps docile à façonner. Et ma mère, elle, voyait en lui une solution, une stabilité, un mari, une fin à sa responsabilité de mère. Je n'ai jamais eu mon mot à dire. À 15 ans, il a commencé à me courtiser officiellement. Il venait à la maison avec des fleurs, parlait avec mes parents, faisait semblant d'être attentionné. Mais lorsqu'on était seul, il changeait. Il devenait plus froid, plus direct. Il voulait m'embrasser, me toucher, me contrôler. Je ne savais pas comment dire non. Je ne savais même pas que je pouvais dire non. Un jour, il m'a demandé si je voulais l'épouser. Mais ce n'était pas une vraie question. C'était un ordre déguisé. Et moi, j'ai hoché la tête. Parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Parce que je ne voulais pas décevoir ma mère. Parce que je croyais encore que peut-être l'amour allait venir après. Je n'étais pas prête. Je n'étais qu'une enfant qui jouait à être une femme. Mais dans cette maison, personne ne posait de questions. Et surtout, personne n'écoutait les silences. Je me suis fiancée à 16 ans et déjà, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Ce regard qu'Alain m'avait lancé ce jour de mes 13 ans, je comprends aujourd'hui que ce n'était pas de l'admiration, c'était de la possession. Et j'étais en train de lui appartenir morceau par morceau. Je me suis mariée un matin de juin, sous un ciel gris et menaçant, comme s'il savait, lui, ce que moi j'ignorais encore. J'avais 17 ans, trop jeune pour comprendre ce que je perdais, mais déjà trop usée pour rêver encore. La robe blanche n'était pas la mienne, mais celle de ma cousine, reprise et ajustée à la hâte. Les fleurs venaient du jardin de ma grand-mère. La cérémonie s'est déroulée à l'église Saint-Salvi, où je priais depuis l'enfance. Ce jour-là, mes genoux ont tremblé plus fort que jamais devant cet autel. Non pas à cause de l'émotion, mais parce que je savais, au fond, que je m'engageais dans quelque chose dont je ne pouvais pas me sortir. Alain avait l'air fier, presque trop. Il tenait ma main comme on tient une possession, une propriété nouvellement acquise. Et quand le prêtre nous a bénis, il m'a soufflé à l'oreille. « À partir de maintenant, tu es à moi. » J'ai cru que c'était une parole d'amour. Mais ce fut une sentence. La nuit de noces a été brutale. Il n'y a pas eu de tendresse, pas de regard échangé. Il m'a prise comme on prend ce qu'on estime mérité,
comme une dette à régler. Je me suis retrouvée nue, vulnérable et terrifiée. J'ai pleuré en silence, la tête tournée vers le mur, pendant qu'il finissait de m'arracher ce qui me restait d'innocence. Le lendemain matin, il m'a dit de me taire, que c'était comme ça, que les femmes devaient là nous comprendre leur rôle, que ma mère m'avait sûrement bien préparée. Je suis rentrée dans la cuisine avec les jambes lourdes et l'âme fendue. Ma mère m'a regardée sans un mot, puis m'a tendu une tasse de café. Elle m'a dit « Tu es une femme maintenant, ne fais pas d'histoire ». Et c'est ainsi que tout a commencé. Les mois qui ont suivi ont été une descente lente et silencieuse. Alain contrôlait tout, l'argent, mes sorties, mes fréquentations. Il ne voulait pas que je voie mes amis, ni que je parle trop avec mes voisines. Il disait que les femmes célibataires étaient une mauvaise influence. Il lisait mes lettres, vérifiait mes poches, comptait les œufs que j'utilisais pour cuisiner. Un jour, j'ai voulu retourner à la messe seule. Il m'a suivi jusqu'à l'église, s'est assis au dernier banc et n'a cessé de me fixer. À la sortie, il m'a dit « Tu crois que Dieu te sauvera ? Dieu est un homme, et moi aussi ». Cette phrase m'a glacée. J'ai tenté d'en parler à ma mère. Elle m'a dit que je dramatisais, que tous les maris étaient bas comme ça, que je devais être reconnaissante d'avoir un toit et un homme qui travaillait. À chaque gifle, elle me répondait « Il faut savoir être patiente, tu ne dois pas le provoquer ». À chaque insulte, les mots ne tuent pas. À chaque silence imposé, c'est toi qui le mets en colère. Apprends à être douce. J'ai fini par croire qu'elle avait raison. J'ai commencé à me haïr, à penser que si Alain me maltraitait, c'était parce que je n'étais pas assez bonne, pas assez aimante, pas assez soumise. J'ai cessé de chanter en faisant le ménage. J'ai arrêté d'écrire dans mon journal. J'ai même jeté mes vieux romans, ceux qui parlaient d'amour, de liberté, de révolte, car dans ma maison, ces mots n'avaient cause plus de place. Alain m'appelait sa petite chose. Il aimait dire que j'étais comme une fleur qu'il pouvait couper quand bon lui semblait. Et moi, je me fanais lentement dans un vase vide. Parfois, la nuit, je me levais pour pleurer dans la salle de bain, assise sur le couvercle des toilettes, une serviette sur la bouche pour étouffer mes sanglots. Je suppliais Dieu de m'emmener, de me libérer, de me faire disparaître. Mais le matin revenait, toujours plus cruel que le précédent. Et ma mère, inflexible, me rappelait que la honte ne devait jamais franchir la porte de la maison, que ce qui se passait entre époux restait entre époux, que j'avais été élevée pour endurer et non pour me plaindre. Alors je me suis tue, et c'est dans ce silence que j'ai commencé à mourir. Pas d'un coup, mais jour après jour, souffle après souffle. Je devenais l'ombre de moi-même, et personne ne semblait s'en apercevoir, pas même moi. Mais dans cette obscurité, une étincelle inattendue allait bientôt surgir, un souffle, un battement de cœur, un miracle. Une présence nouvelle allait m'obliger à regarder en face ce que je fuyais depuis trop longtemps. Et cette présence s'appelait ma fille. C'est étrange de dire cela, mais pendant les premiers mois de ma grossesse, je n'ai pas ressenti de joie. Pas de lumière, pas de rêve, pas d'attente heureuse, juste une peur sourde, une boule dans la gorge, une inquiétude qui me rongeait chaque fois que je posais ma main sur mon ventre. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu le vertige. Ce n'était pas le bonheur, ni la surprise. C'était une forme de terreur, une panique muette. Je me suis assise sur le bord du lit, les doigts crispés dans les draps, et j'ai pensé, comment vais-je la protéger de lui? Car au fond de moi, je savais déjà que c'était une fille. Je le sentais dans la façon dont elle bougeait, dans le lien invisible qui commençait à se tisser entre elle et moi. Elle était calme, discrète, comme si elle savait déjà qu'il faudrait survivre en silence. Alain, lui, n'a rien dit quand je lui ai annoncé la nouvelle. Il a hoché la tête, a tiré une bouffée de cigarette et a lâché « Tant mieux, t'auras de quoi t'occuper ». C'était tout. Aucun baiser, aucun regard tendre, aucun mot d'amour. Ma grossesse s'est déroulée dans l'indifférence. Il ne m'a jamais accompagnée au rendez-vous, ne m'a jamais demandé si j'allais bien. Il disait que c'était un truc de bonne femme et que lui avait mieux à faire. Je passais mes journées seule, allongée sur le canapé ou à plier le linge, parlant doucement à mon ventre, comme pour préparer ma fille à un monde qu'elle ne comprendrait pas tout de suite. Je lui racontais des histoires que je n'avais jamais vécues, des souvenirs inventés, des contes où les mères étaient tendres et les pères protecteurs. Je lui parlais pour ne pas devenir folle. Et chaque soir, je redoutais le moment où Alain rentrerait. Car enceinte ou non, il n'a jamais arrêté de m'humilier, de me crier dessus, de me faire sentir comme un fardeau. Parfois même, il me lançait des objets, des assiettes, des clés, des mots tranchants. Il disait que j'étais lente, que j'étais inutile, que même grosse, je ne servais à rien. Un soir, il a claqué la porte si fort que le mur s'est fissuré. J'ai eu peur qu'il me frappe.
Il s'est approché de moi, les yeux pleins de rage, a posé sa main sur mon ventre et a dit « Si c'est un garçon, je le garde. Si c'est une fille, tu t'en occupes toute seule. » J'ai senti ma fille se recroqueviller à l'intérieur, comme si elle avait entendu. Et à partir de ce jour-là, j'ai su que je devais la défendre, à tout prix. Quand elle était née, un matin de novembre, il pleuvait à torrents. Les vitres tremblaient sous la force du vent. Je me souviens avoir hurlé, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la peur. Peur qu'il vienne, qu'il la touche, qu'il la prenne, mais il n'est pas venu. Il n'a même pas mis les pieds à la maternité. C'est ma mère qui m'a accompagnée, en silence, les lèvres serrées. Elle n'a pas souri une seule fois. Quand elle a vu le bébé, elle a dit « Elle a les yeux de son père ». Espérons qu'elle n'ait pas son caractère. Et moi, dans ce lit d'hôpital, le corps brisé, les mains tremblantes, j'ai regardé ce petit visage froissé et j'ai su que ma vie venait de changer. Pas parce qu'un enfant est toujours une bénédiction, mais parce qu'elle allait m'obliger à vivre, à rester debout, à ne pas me laisser mourir. Je l'ai appelée Claire, un nom simple, doux, lumineux, un nom qui ne portait aucune trace de son père. À la maison, les choses ne se sont pas améliorées. Alain ne voulait pas entendre Claire pleurer. Il tapait sur les murs, criait, disait que je l'élevais comme une incapable. Parfois, il s'enfermait dans le garage pendant des heures, buvait et revenait avec des yeux noirs, sans âme. Je faisais tout pour qu'elle ne pleure pas. Je chantais, je la berçais, je lui parlais doucement, mais elle sentait tout. Elle avait cette manière de me regarder déjà si petite, avec des yeux remplis de questions, comme si elle savait. Je ne voulais pas qu'elle vive ce que j'avais vécu. Mais comment empêcher l'ombre d'un homme d'entrer dans la chambre d'un enfant ? Je mettais une chaise contre la porte quand je dormais, je laissais la lumière du couloir allumée, et chaque nuit, je priais pour qu'il ne se lève pas, pour qu'il ne vienne pas, pour qu'il oublie qu'elle existait, car j'avais compris quelque chose. Plus il ignorait Claire, plus elle était en sécurité. Alors je me rendais invisible avec elle. Nous vivions dans un monde parallèle, elle et moi. Un monde de chuchotements, de gestes doux, de secrets partagés sous les couvertures. Je lui racontais que la pluie chantait pour elle, que les murs de la maison étaient des arbres, que les craquements du parquet, c'étaient des esprits bienveillants. Je voulais qu'elle ait au moins un morceau d'enfance. Mais je savais que ce n'était qu'un sursis. Et un jour, ce sursis s'est effondré. Ce jour-là, Claire avait 3 ans. Elle chantait dans le jardin. Alain est sorti avec une bouteille à la main. Il l'a regardée, puis m'a regardée et a dit « C'est qu'elle devient jolie, ta fille ». J'ai senti le sang quitter mon visage. Il a ri, juste un rire, mais un rire qui a glacé tout mon être. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait fuir. Le jour où j'ai décidé de fuir, je n'ai prévenu personne. Ni ma mère, ni ma sœur, ni la voisine qui me lançait parfois un regard inquiet. Je me suis levée à l'aube, alors que le soleil n'avait pas encore percé le ciel d'hiver, et j'ai commencé à plier des vêtements en silence, un par un, comme si je faisais les valises pour un simple voyage. Mais au fond, je savais que ce serait un aller sans retour. Claire dormait encore. Elle avait son petit poing fermé contre sa joue, ses boucles brunes en désordre sur l'oreiller. Je l'ai regardée un long moment et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de terreur et de conviction. Car fuir, c'était peut-être la sauver, mais c'était aussi l'exposer à la faim, à la rue, au froid, à l'incertitude. Mais entre l'incertitude et le monstre, j'ai choisi l'inconnu. Je n'avais pas d'argent. Alain contrôlait tout. Mon salaire de femme de ménage partait directement sur son compte. Il me donnait parfois quelques pièces pour faire les courses, mais jamais assez pour mettre de côté. Alors j'ai pris ce que je pouvais. Un vieux billet de 20 € glissé entre les pages d'un livre, un bracelet cassé en argent, un téléphone à moitié déchargé. Et j'ai enfilé le manteau de Claire. Je l'ai porté, encore endormi, contre mon épaule. Elle s'est réveillée un peu en sortant. Elle a murmuré « On va où, maman ?» J'ai dit « Voir les étoiles ». Elle a souri et s'est rendormie. Nous avons marché jusqu'à la gare, 3 kilomètres à pied dans le froid. Je n'osais pas faire de bruit. Chaque pas me semblait hurler ma culpabilité. J'avais l'impression qu'Alain allait surgir derrière chaque arbre, chaque mur, chaque recoin sombre. Mais nous sommes arrivés. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était réel. J'ai pris un billet pour la ville la plus lointaine que je pouvais me permettre, Lorient. Je ne connaissais personne là-bas, mais j'avais vu une fois une photo de la mer. Et je m'étais dit qu'un jour, j'emmènerais Claire voir les vagues. C'était peut-être le moment. Dans le train, j'ai gardé ma fille sur mes genoux tout le trajet. J'avais peur qu'un contrôleur pose trop de questions, que quelqu'un reconnaisse mon visage, que mon téléphone sonne, mais il restait éteint. Et personne ne semblait nous remarquer. Arrivée à Lorient, je me suis assise sur un banc. Il faisait froid, humide, et je ne savais pas quoi faire. J'avais un enfant, une valise, 20 € et aucun endroit où dormir.
C'est là que j'ai rencontré Madame Perrin. Elle était assistante sociale à la retraite, bénévole dans une association pour femmes en détresse. Elle m'a vue avec Claire sur le banc. Elle s'est approchée, m'a demandé si tout allait bien. J'ai menti. J'ai dit que nous attendions quelqu'un. Elle a souri, s'est assise près de moi et m'a répondu « Moi aussi ». J'ai attendu longtemps avant de demander de l'aide. Ces mots ont tout fait s'effondrer. J'ai éclaté en sanglots devant une inconnue, dans une ville inconnue, avec ma fille dans les bras. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dit la vérité. Elle m'a emmenée dans un centre d'hébergement d'urgence. Une petite chambre, un lit, une douche, un bol de soupe et un silence qui ne faisait pas peur. La première nuit, je n'ai pas dormi. Je regardais Claire dormir et j'avais encore cette peur viscérale qu'il arrive, que la porte s'ouvre, que tout s'arrête. Mais la porte est restée fermée et Claire a dormi toute la nuit. Le lendemain, j'ai commencé les démarches. J'ai raconté tout, les coups, les humiliations, les menaces, les nuits d'angoisse, les regards d'Alain. J'ai montré les photos, les bleus, les anciennes traces de blessures. Ils m'ont cru et j'ai compris à quel point cela me paraissait incroyable. Car pendant des années, j'avais douté de moi, pensé que j'exagérais, que je méritais ce qui m'arrivait. Mais non, j'étais une victime et je n'avais rien fait pour le mériter. Le centre m'a aidé à demander une ordonnance d'éloignement. Ils ont appelé une avocate, une femme calme, déterminée, qui m'a regardée dans les yeux et m'a dit « Vous avez fait le plus dur, vous êtes vivante ». J'ai éclaté en larmes encore une fois et c'est dans ces pleurs-là que j'ai compris. Je ne pleurais plus de peur, mais de soulagement. Nous sommes restés 2 mois dans ce centre. Claire a commencé à aller dans une petite école près du port. Elle dessinait des poissons, des étoiles et m'offrait des coquillages qu'elle ramassait sur le chemin. Elle riait, un vrai rire, pas celui nerveux, pas celui tremblant, mais un rire d'enfant libre. Et moi, je recommençais à respirer, à marcher sans me retourner, à dormir sans sursauter. Mais je savais que le chemin serait encore long, car fuir, ce n'est que le début, et reconstruire, c'est affronter les ruines. Il y a une chose que l'on ne dit pas assez aux femmes qui fuient, la liberté ne guérit pas tout, elle sauve, elle éloigne du danger, elle ouvre une porte, mais elle n'efface pas la peur, ni les blessures, ni les souvenirs. Elle laisse derrière elle un champ de ruines où il faut apprendre à marcher pieds nus. Après le centre d'hébergement, Claire et moi avons été relogés dans un petit appartement social. 2 pièces, un chauffage bancal, des murs fins comme du papier, mais c'était à nous. Rien qu'à nous. La première nuit, nous avons dîné sur le sol, faute de table. Claire a dit « C'est comme un pique-nique à la maison » et j'ai souri parce que j'avais oublié ce que c'était sourire sans avoir peur. Mais le silence de l'après n'est pas un silence doux. C'est un silence qui réveille les voix, les souvenirs, les fantômes. Chaque nuit, je revoyais le visage d'Alain. Je revivais les cris, les menaces, les humiliations. J'avais peur qu'il me retrouve, qu'il prenne Claire, qu'il nous fasse payer d'avoir fui. Je faisais des cauchemars. Je me réveillais en sursaut et parfois, je n'arrivais même plus à distinguer le rêve de la réalité. C'est à cette période que j'ai commencé une thérapie. Je n'y croyais pas. Je pensais que c'était pour les autres, pour les faibles, pour ceux qui avaient le luxe de parler. Moi, j'avais passé ma vie à me taire, à cacher, à tenir. Mais la psychologue du centre, une femme prénommée Élodie, m'a regardée sans jugement. Et elle a dit « Vous n'avez plus besoin d'être forte. Vous avez juste besoin d'être vivante. » Et j'ai fondu en larmes. Elle m'a écoutée. Elle ne m'a pas coupée, ne m'a pas donné de conseils vides. Elle a juste tenu l'espace. Et peu à peu, semaine après semaine, j'ai commencé à parler, à dire ce que je n'avais jamais dit. Les gestes, les mots, les regards, les silences. J'ai compris que je n'étais pas folle, que mon corps avait gardé les traces, que mes muscles se tendaient comme s'il allait entrer, même lorsqu'il était à des kilomètres. Et j'ai commencé à écrire. Chaque soir, après avoir couché Claire, je m'asseyais devant un vieux cahier et je posais les mots, bruts, douloureux, vrais. Et à travers ces lignes, je me suis vue, non pas comme une victime, mais comme une survivante. Claire, elle, grandissait. Elle posait des questions sur son père, sur pourquoi nous étions partis, sur pourquoi je pleurais parfois en silence. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer l'horreur sans la transmettre? Comment dire la vérité sans salir son enfance? Alors je lui disais ceci, nous sommes partis parce que nous méritions mieux, et cela semblait lui suffire. Mais au fond, je savais qu'un jour il faudrait dire plus, et je craignais ce jour. J'ai trouvé un travail dans une petite boulangerie. Je nettoyais, je servais, je portais des sacs de farine. C'était dur, mon dos me lançait, mes mains saignaient, mais je rentrais chaque soir avec du pain chaud pour Claire, et c'était une victoire. Je n'étais plus dépendante.
Je n'étais plus invisible. Je commençais à exister. Mais ce fut aussi l'époque où les premiers jugements ont commencé à arriver. Une voisine m'a dit un jour, « Tu sais, peut-être qu'il a changé. » Une autre, « Tu n'aurais pas dû partir comme ça. Un père, ça reste un père. » Et j'ai compris à quel point la société n'était pas prête à entendre nos histoires, à quel point le silence des femmes est plus confortable que leur vérité. Mais je ne me suis pas tue. J'ai continué à parler, en thérapie, dans des groupes de soutien, dans mon journal. Et un jour, j'ai été invitée à témoigner dans une école. Je n'étais pas préparée. Je tremblais, mais j'ai raconté ma vie, ma peur, ma fuite. Et à la fin, une adolescente s'est approchée de moi et a murmuré « Vous avez raconté mon histoire et j'ai su que ma douleur n'était pas vaine, que mes mots pouvaient être des clés, que ma honte pouvait devenir force. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé Claire dormir et j'ai compris que je ne voulais plus seulement survivre. Je voulais vivre et peut-être même un jour être heureuse. Il y a une frontière invisible que beaucoup de femmes ne franchissent jamais. Ce moment précis où, après des années de silence, elles décident de dire les choses à voix haute. Ce n'est pas un cri, ce n'est même pas un mot hurlé. C'est un souffle, parfois à peine audible, mais il change tout. Pour moi, ce souffle est arrivé par une nuit d'orage. Claire dormait. J'étais assise dans la cuisine, seule, à relire les lettres que j'avais commencé à écrire pour moi-même, des confessions, des bouts de vie, des souvenirs arrachés à la honte. Et soudain, j'ai su que je ne voulais plus garder tout ça pour moi. J'ai allumé l'ordinateur, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire une lettre, pas à Alain, mais à moi, à la Suzanne de 20 ans, celle qui croyait que l'amour signifiait supporter, celle qui pensait qu'un homme avait le droit de vous briser si vous l'aimiez assez fort, celle qui baissait les yeux quand on la giflait, celle qui croyait que fuir, c'était trahir. Je lui ai écrit que je l'aimais, que je la comprenais, que ce n'était pas sa faute. Et j'ai pleuré, longtemps, en silence, tandis que le tonnerre grondait dehors. Le lendemain, je suis allée voir Élodie, ma psychologue. Je lui ai donné la lettre, elle l'a lue, et elle a dit « Il est temps ». Je ne comprenais pas. Elle a répété « Il est temps que votre voix sorte de cette pièce ». Et c'est ainsi que quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée devant un petit groupe de femmes dans une salle municipale d'Angoulême. Elles étaient comme moi, brisées, fatiguées, mais encore debout. Je leur ai raconté mon histoire, pas toute, mais assez pour que nos regards se croisent autrement. Et ce soir-là, quelque chose s'est fissuré, pas moi, le mur du silence, le mur de la honte. Et à travers cette fissure, la lumière est entrée. Peu à peu, j'ai été invitée à parler dans d'autres lieux, des associations, des collèges, des centres sociaux, pas comme une héroïne, mais comme une femme qui avait vécu, qui avait fui, qui avait reconstruit. Et chaque fois, je pensais à Claire, à l'exemple que je voulais lui donner, pas celui d'une mère parfaite, mais celui d'une femme qui s'était relevée. Claire posait de plus en plus de questions. Elle voulait comprendre, elle sentait, même sans savoir. Un soir, elle m'a demandé « Papa, il nous aimait ?» J'ai eu un vertige. J'ai regardé ses yeux et j'ai compris que mentir serait une trahison. Alors j'ai dit « Il ne savait pas aimer ». Et elle a hoché la tête, comme si cela suffisait, comme si enfin la vérité avait une place. Ce soir-là, j'ai su que nous étions prêtes à continuer, prêtes à vivre sans se cacher. Et j'ai commencé à écrire un livre, pas pour être publié, pas pour être célèbre, mais pour poser tout ce poids quelque part. Chaque mot était une délivrance, chaque chapitre un adieu. Et plus j'écrivais, plus je me souvenais de moi, pas seulement la femme brisée, mais la petite fille, la jeune fille pleine de rêves, la femme qui aimait danser, celle qui croyait encore en la tendresse. Et un jour, j'ai dansé à nouveau, dans une fête du quartier, au son d'un vieux morceau d'accordéon. Une voisine m'a tendu la main. J'ai hésité, puis j'ai souri, et j'ai dansé, pas parfaitement, mais librement. Et j'ai ri, d'un rire nouveau, un rire sans peur. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus définie par mes blessures, que j'étais bien plus que ce qu'on m'avait fait, et qu'il restait encore des choses belles à vivre. Il y a un moment dans la vie des femmes qui ont fui, où l'on comprend que certaines blessures ne cicatriseront jamais tout à fait. On apprend à vivre avec, comme une douleur sourde dans une jambe brisée trop souvent. On réapprend à marcher, mais on boite, parfois, sans que personne ne le voie. Mais la douleur, elle, reste tapie sous la peau. Pour moi, ce moment est arrivé lorsque j'ai reçu une lettre, une enveloppe beige, sans adresse de retour, simplement marquée à la main, à Suzanne. C'était l'écriture de Maude, ma sœur, celle qui ne m'avait jamais défendue, celle qui avait tout vu, tout entendu, mais qui avait choisi de ne rien dire. Celle qui, lorsque j'étais partie avec Claire dans les bras, était restée assise à la table, les yeux baissés. Je n'avais plus eu de nouvelles d'elle depuis 8 ans. La lettre était courte, 3 paragraphes, pas d'excuses, pas de grandes déclarations, juste
Je comprends aujourd'hui ce que tu as vécu. Et je suis désolée de ne pas avoir été là. Si tu veux parler, je suis à Poitiers. Je suis restée des jours à fixer cette lettre. Je la posais, la reprenais, la relisais. Elle n'était ni tendre, ni agressive. Elle était nue, froide. Et pourtant, quelque chose dans ces mots me perçait. Parce qu'au fond, j'avais toujours attendu qu'elle dise quelque chose. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas si je voulais rouvrir cette porte. Car derrière elle, il y avait aussi ma mère, les silences de ma mère, les justifications, les prières lancées comme des ordres, les phrases comme « un homme reste un homme » ou « Dieu pardonne, alors toi aussi ». Des phrases qui avaient tué quelque chose en moi. Mais Claire grandissait et avec elle venait le besoin de comprendre mes racines. Un jour, elle m'a demandé « J'ai une tante » et je n'ai pas su mentir. Alors, des mois plus tard, j'ai pris le train pour Poitiers. Je tremblais, j'avais les mains moites. Et tout en moi criait que je faisais une erreur. Mais j'y suis allée, pour moi, pas pour elle. Maude habitait un petit appartement au rez-de-chaussée. Quand elle m'a ouverte la porte, j'ai failli partir en courant. Elle avait vieilli, ses cheveux étaient au plus gris, ses yeux plus tristes, mais c'était elle, ma sœur, mon sang, ma mémoire. Nous sommes restés là à nous regarder sans un mot. Puis elle a ouvert les bras et je l'ai laissé me prendre dans ses bras. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce geste-là a fait plus que tous les mots. Nous avons parlé pendant des heures, pas de tout, mais de l'essentiel. Elle m'a raconté qu'elle avait toujours eu peur, qu'elle ne savait pas comment m'aider, qu'elle s'était tue parce qu'on lui avait appris que parler était dangereux. Je ne l'ai pas pardonné ce jour-là, mais je l'ai écoutée et cela suffisait. De retour chez moi, j'ai ouvert une boîte que je n'avais pas touchée depuis des années. Dedans, il y avait des photos, des lettres, une vieille croix en bois que ma grand-mère m'avait donnée et un carnet, celui dans lequel j'avais écrit, adolescente, mes rêves, mes colères, mes envies. En le relisant, j'ai pleuré. Parce que cette fille-là, je l'avais perdue et pourtant, elle avait toujours été là, tapie dans un coin de mon cœur. J'ai décidé de reprendre contact avec certaines anciennes amies, des femmes qui, comme moi, avaient disparu des radars. L'une d'elles, Sophie, vivait à Nantes. Elle m'a invité à passer un week-end. Nous avons parlé de nos vies, de nos déceptions, de nos forces, et j'ai compris que je n'étais pas seule, que nous étions nombreuses à avoir survécu et que chacune portait en elle un feu que personne n'avait pu éteindre. Ce week-end-là, j'ai ri comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Et en rentrant, j'ai regardé Claire et je lui ai dit « Tu viens ? On va voir la mer. » Nous sommes allés à La Rochelle. Elle a couru sur le sable, ramassé des coquillages, dessiné des cœurs avec un bâton. Et j'ai su, au fond de moi, que malgré tout, j'avais réussi à lui offrir une enfance différente. Pas parfaite, mais libre. Et ce jour-là, en regardant l'horizon, j'ai su que je pouvais enfin tourner une page. Il y a un moment dans la vie où l'on comprend qu'on n'a plus besoin de s'excuser d'avoir souffert, ni d'avoir fui, ni d'avoir parlé. On réalise que, pendant trop longtemps, on a demandé pardon pour des choses qui n'étaient pas de notre faute. Pour avoir dit non, pour avoir dit trop tard, pour avoir survécu. Et ce jour-là, un poids tombe, lentement, mais définitivement. Pour moi, ce moment est arrivé un matin d'automne. Je venais de terminer un atelier de témoignage avec un petit groupe de jeunes femmes dans une maison de quartier. L'une d'elles, Anaïs, n'avait que 17 ans. Elle m'a prise à part à la fin, les larmes aux yeux, et m'a dit « Je pensais que c'était moi le problème. » Et quelque chose en moi s'est brisé à nouveau, parce que je m'étais dit exactement la même chose, des années auparavant. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé Claire, elle avait déjà 15 ans, et je l'ai vue là en train de faire ses devoirs, les écouteurs dans les oreilles, insouciante, droite, libre, et j'ai eu envie de lui écrire une lettre qu'elle lirait peut-être un jour, une lettre dans laquelle je lui dirais tout ce que je n'avais pas su lui dire autrement. Ma fille, si un jour tu doutes de ta valeur, si un jour quelqu'un tente de te faire croire que tu es trop ou pas assez, rappelle-toi que tu viens d'une lignée de femmes qui ont saigné en silence, mais qui ont fini par hurler leur vérité. Tu n'as rien à prouver, rien à cacher, et surtout, rien à pardonner à ceux qui t'ont brisé. J'ai posé cette lettre dans un cahier, avec toutes les autres choses que je n'avais jamais osé dire, et je me suis sentie légère. Ce fut aussi l'époque où j'ai rencontré Marc. Je ne cherchais rien d'autre qu'un café dans un petit bistrot d'Angoulême où j'aimais écrire. Il était assis à la table voisine, un homme simple, discret. Il m'a demandé si je pouvais lui prêter un stylo, et nous avons parlé, d'abord de livres, puis de musique, puis de vie. Je ne croyais plus en l'amour. Je ne croyais plus aux hommes, mais il ne m'a rien demandé. Il m'a juste écouté, sans attente, sans pression, et j'ai compris que je pouvais être regardée autrement, pas comme une proie, pas comme un problème, mais comme une femme, une vraie. Nous avons marché ensemble pendant des mois, sans promesses, sans projet, mais avec une paix nouvelle, un respect profond. Et un jour,
Il m'a dit « Tu sais, tu n'as pas besoin de me raconter ton passé. Je te prends comme tu es. » Et j'ai su que j'avais le droit de choisir, de ne pas tout dire, ou de dire quand j'étais prête. Ce fut la première fois que je n'ai pas eu à me justifier d'être moi. En parallèle, mon livre prenait forme. J'avais trouvé une petite maison d'édition locale prête à le publier. Pas pour en faire un best-seller, mais pour qu'il existe, pour qu'il soit lu, peut-être, par une seule femme qui en aurait besoin. Le jour de la sortie, j'ai organisé une lecture dans la médiathèque municipale. Claire était là, Maude aussi. Même ma mère avait envoyé un mot, froid, mais elle l'avait envoyé. Et j'ai lu un passage à voix haute. Mes mains tremblaient, ma voix aussi. Mais je suis allée au bout. À la fin, il y a eu un silence, puis des applaudissements. Et une femme, dans la cinquantaine, s'est levée. Elle avait les larmes aux yeux. Et elle a simplement dit « Merci, vous avez dit ce que je n'ai jamais pu dire. » Et c'est là que j'ai su que ma voix avait traversé les murs, que mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, avait trouvé un écho. Je n'avais plus honte, je n'avais plus peur, et surtout, je n'avais plus besoin de demander pardon d'exister. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'ai allumé une bougie, une simple flamme, pour toutes celles qui n'avaient pas pu parler, pour toutes celles qui n'avaient pas fui, pour toutes celles dont la voix avait été éteinte trop tôt, et j'ai promis, en silence, de ne plus jamais me taire. On ne choisit pas les cicatrices que la vie nous laisse, mais on choisit ce que l'on en fait. Pendant longtemps, j'ai cru que mon histoire n'était qu'une suite de douleurs, une succession d'échecs, une route parsemée de silences trop lourds. Mais aujourd'hui, je sais que chaque pas, même dans l'obscurité, m'a mené jusqu'à cette lumière que je porte désormais en moi. Je n'ai jamais cherché à devenir un symbole. Je voulais juste survivre, puis respirer, puis vivre. Et il m'a fallu plus de 60 ans pour comprendre que vivre, vraiment vivre, c'était ne plus avoir peur. Pas la peur de mourir, mais la peur de parler, de dire non, de dire j'existe, de dire je mérite mieux. Aujourd'hui, je vis dans une petite maison fleurie, à la sortie d'Albi, avec un jardin que j'aime entretenir chaque matin. Claire est partie faire ses études à Toulouse. Elle m'écrit souvent. Elle est libre, forte, curieuse. Et quand je la regarde, je me dis que tout ce que j'ai traversé valait la peine. Juste pour la voir elle, marcher sans chaîne, Marc est encore là. Il n'a jamais voulu tout savoir. Il vit avec mes silences, comme on vit avec les saisons, avec patience, avec tendresse. Il ne cherche pas à réparer ce qui ne peut l'être. Il m'accompagne. C'est tout. Je continue à écrire, pas pour guérir, mais pour témoigner, pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, que la honte ne leur appartient pas, que leur voix compte. Je vais dans les écoles, les centres sociaux, les églises même, pour parler. Oui, les églises, parce qu'il faut que ça change aussi là, parce que la foi ne doit jamais servir à faire taire, parce que Dieu n'a jamais demandé qu'on souffre en silence. Je parle à des jeunes filles qui baissent encore les yeux quand on dit leur nom trop fort, à des mères qui ont fui en pleine nuit avec un enfant sous le bras, à des femmes âgées qui pour la première fois osent dire « moi aussi ». Et chaque fois, je me rappelle la petite Suzanne, celle qui regardait les oiseaux en cage et qui se demandait ce que ça faisait de voler. Aujourd'hui, je vole. Pas haut, pas vite, mais je vole. Et je ne m'excuse plus. Je laisse le vent me porter, je plante des fleurs, j'écoute de la musique, j'écris au bord de la fenêtre, je ris avec Claire au téléphone, j'embrasse Marc sur la joue, je regarde le ciel changer et je dis merci, merci à la vie, même cabossée, même cruelle, parce qu'elle m'a permis de me reconstruire. Et si quelqu'un me demande un jour ce que je retiens de tout cela, je répondrai « on survit à tout, même à l'impensable, mais on ne guérit qu'en aimant et en étant aimé. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que mon histoire t'a parlé. Peut-être que tu te reconnais dans mes mots. Peut-être que tu portes, toi aussi, des silences trop lourds. Alors je veux que tu saches que tu n'es pas seul et que la lumière existe, même après la nuit la plus noire. Commente ici dessous, moi aussi. J'ai le droit de vivre libre. Cela me montrera que tu es arrivé jusqu'au bout. Et si mon témoignage a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Parce que chaque vue, chaque partage, c'est une voix qui se libère quelque part. Ce que tu viens d'entendre est une œuvre de témoignage originale, écrite avec l'âme et inspirée de récits de femmes réelles. Ce contenu est 100% de création propre, conçu avec respect, vérité et humanité.